faut toujours écrire sur ce que l'on connaît. Pardon, oui, bonsoir. Vous avez écrit un roman où deux adolescentes montent un groupe de rock. Oui. Est-ce que c'est une sorte de fantasme d'adolescent que vous n'avez pas su assouvir? Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que j'ai essayé, adolescent, de jouer un peu de la guitare ou de la batterie. C'était une catastrophe. Donc j'ai décidé que j'allais m'occuper de musique rock, mais certainement pas en jouer. Je suis totalement incapable. J'ai pas du tout l'oreille et encore moins le doigté. Donc voilà, je peux pas être musicien. Et pourquoi avoir écrit un roman à ce sujet-là? Parce que Pierre Rock'n'Roll et moi, on en avait marre. Il y avait déjà 3254 anthologies du rock. Et donc on s'est dit, il n'y a pas de roman sur le milieu du rock, ou très 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 peu. Donc l'idée était de se servir bien sûr de ce qu'on connaît, puisque ça a été notre métier à tous les deux pendant une quarantaine d'années, et de créer, d'inventer deux personnages que l'on ferait vivre dans ce milieu de la musique rock, parce que c'est un peu comme ce que Eric Russon expliquait tout à l'heure. C'est aussi pour montrer ce qui se passe derrière. Dans le rock, il y a un terme bien connu qui est le mot backstage. Et donc c'était un peu ça qu'on avait envie de montrer, l'arrière-scène. Comment ça peut se passer, comment naissent des groupes de rock, comment se perdent des groupes de rock, comment des groupes de rock deviennent extrêmement célèbres ou meurent. Il y a effectivement beaucoup de références au rock, à l'histoire du rock. C'est une façon de faire passer votre passion aussi. Oui, c'est une façon de faire passer la passion, mais c'est surtout aussi je dirais une forme de vulgarisation, parce qu'il ne faut pas être un fan ou un grand amateur de rock pour lire le bouquin. C'est simplement pour les personnes qui aiment un peu la musique et qui aiment des personnages de temps en temps un peu excessifs, l'occasion de découvrir un milieu et un monde qu'ils ne connaissent pas bien, même si ça fait quand même maintenant, que je dise pas de bêtises, 60 ans que le rock s'est installé dans le monde, et c'est devenu une contre-culture au départ, une culture tout court maintenant, et beaucoup de business aussi. Et c'est un peu ça qu'on essaye de montrer, de raconter dans le bouquin, c'est que effectivement on peut être plein d'enthousiasme, plein de talent et de créativité. On est quand même de temps en temps confronté à des choses un peu glauques, un peu sordides, mais je veux dire c'est un peu propre à tous les milieux. Je veux dire, c'est le milieu artistique avec toutes les outrances et tous les excès que ça peut avoir, mais aussi avec des moments assez exceptionnels. Il y a une chose que j'ai rencontré très souvent dans le métier que j'ai fait, puisque moi j'étais animateur, DJ jockey, et donc j'ai assisté à beaucoup de concerts, tous genres confondus d'ailleurs. C'est les 30 secondes qui précèdent l'arrivée sur scène d'un artiste, quel qu'il soit, que ce soit un acteur de théâtre, un acteur de cinéma, ou un chanteur, ou un musicien. Il y a 30 secondes qui sont assez exceptionnelles et assez magiques à observer quand on est justement à l'arrière-scène. C'est de voir des artistes qui vont peut-être déboler sur scène comme des matamores complets, qui sont des petits garçons ou des petites filles là derrière. Ils ont des gris-gris, des talismans, il y en a qui se font signe de croix. Et puis, il y a ce moment où ils apparaissent dans la lumière, et alors il se passe normalement quelque chose. Et ce sont des moments qu'on a essayé un peu de capter dans le bouquin, c'est de montrer tout ce qui précède et tout ce qui entoure et tout ce qui peut faire partie du quotidien d'un artiste, qui est peut-être pas le quotidien de Monsieur Tout-le-Monde, mais dans lequel il se comporte comme Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Je veux dire, les artistes, qu'ils soient dans le rock ou dans le cinéma ou pas, c'est des Monsieur et Madame Tout-le-Monde qui ont un don, qui ont une certaine aussi, un certain narcissisme ou un certain égocentrisme. Alors ça, c'est à des degrés divers, c'est un peu montré dans le bouquin. Il y a des gens qui sont assez insupportables, il y en a d'autres qui sont franchement adorables, et qui sont là pour donner. Parce que généralement, je crois que le bon artiste, quel que soit le genre qu'il fasse, que ce soit de la musique ou du théâtre, peu importe, il est là pour donner du plaisir aux gens. Et en même temps, s'en donner à lui. Et quand un concert ou un spectacle fonctionne bien, c'est parce que l'artiste prend du plaisir et le public prend du plaisir. Il faut que les deux se rejoignent. Est-ce que vous auriez une anecdote amusante, justement sur le milieu du rock? Oui. Oui, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Il y en a certaines qu'on a repris dans le bouquin et que l'on prête à notre groupe, alors qu'en réalité, comme ce groupe est de fiction, ça ne leur appartient pas. Mais je veux dire, oui, des anecdotes que j'ai pu voir, ou Pierre Rock'n'Roll aussi, c'est par exemple des artistes, des grosses vedettes qui passent donc en vedette en concert, mais il y a une première partie
Et si la première partie est un tant soit peu talentueuse, il y a souvent ou parfois des tentatives de sabotage. Comme par exemple ce qui est arrivé au groupe Téléphone qui s'est produit, je crois que c'était au Zénith ou au Palais des Sports de Paris, en première partie des Rolling Stones. Et quand ils ont déboulé sur scène pour chanter, ils se sont rendus compte que les roadies des Rolling Stones avaient raccourci les câbles de guitare, ce qui fait que le chanteur Jean-Louis Aubert n'arrivait presque pas à son micro. Donc ça veut dire qu'ils salopaient, si vous voulez, la première partie pour être sûr que Rolling Stones aurait une sono nickel. Et c'est des petites vacheries ou des trucs, enfin, ou des grosses vacheries que effectivement des artistes peuvent se faire. Il y a quelquefois des pugilats hein, derrière des scènes de rock, ou même je crois que derrière des scènes de théâtre, il y a quelquefois des acteurs ou des actrices qui en viennent quasi aux mains. Hein. Et vous avez écrit ce roman à deux. Comment est-ce que vous avez fait pour écrire à quatre mains finalement? On n'a pas écrit à quatre mains, on a un peu profité des joies de l'informatique, c'est-à-dire que c'était plus des échanges de mails avec des... Mais disons que bon, moi j'ai un lourd passé d'écrivain. J'ai pas écrit pour Carlos Vaquera, mais... j'ai écrit pour... Oui, je l'ai placé aussi, il faut placer Carlos Vaquera dans chaque interview. J'ai écrit pour Richard Rubens, j'ai écrit pour le théâtre, et là c'est mon 10e roman, donc moi si vous voulez j'ai l'habitude de l'écriture. Bien Rock'n'Roll, lui c'est un journaliste, donc si vous voulez, il m'a amené le pitch, 5 lignes. On a fait 550 pages, ce qui est quand même pas mal. Et puis, il a documenté, il a fait un travail quand même, je dirais, en grande partie de documentaliste. Moi, ayant l'habitude d'écrire, donc voilà, je prenais le fil, il intervenait, il amenait des choses, et il amenait des critiques, ou bien brusquement, une ouverture vers quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a travaillé. On ne s'est pas assis à quatre mains autour d'une table. C'est possible qu'on puisse le faire, mais enfin, moi, avec une femme à la rigueur, je le ferais bien, à quatre mains. Et maintenant que vous avez écrit un gros volume, un gros roman, est-ce que vous avez tout dit sur le rock? Oui, sans doute. C'est vrai que le bouquin, normalement, il était tellement gros que... Éric Lamirois, il faut aussi le citer chaque fois dans l'interview. Hein. Éric Lamirois a dû en plusieurs fois même. Plusieurs fois. A dû en faire deux volumes parce que sinon ça rentrait pas dans la poche d'un lecteur lambda. Donc voilà, je sais pas si non, un volume 3 de ce rock'n'roll duo, non, effectivement, il y en aura pas. Non, je crois pas. Moi, je suis pas un journaliste spécialisé. Pierre Rock'n'Roll avait déjà commis un bouquin qui racontait les années 60, qui s'appelait Cœur de rock. Et voilà. Non. Moi, je suis auteur-écrivain à mes heures. Et la prochaine histoire que je suis en train d'écrire n'a strictement rien à voir avec ça. Non, je ne suis pas spécialiste. Et la jeune génération, la génération de maintenant, est-ce qu'elle est forcément, foncièrement différente du début du rock? Elle n'a pas les mêmes moyens, surtout, c'est ça. Je veux dire, elle n'est pas du tout dans le même environnement médiatique. C'est autre chose. En même temps, les pulsions, la vocation, l'envie de bien faire, elle sera toujours la même. La créativité sera toujours là. Les moyens pour y parvenir sont devenus un peu différents. C'est vrai que bon, c'est plus une civilisation du fric désormais que ce ne l'était dans les années 50, 60 ou même les années 70. Mais de toute façon, bon, le groupe dont nous parlons est un groupe actuel, même si on l'a inventé, c'est un groupe de maintenant qui fréquente et qui connaît. Il faut dire que bon, si le groupe est un groupe de fiction, tout ce qu'il y a autour est vrai. Donc si par exemple ils vont jouer à Werther, on parlera du véritable organisateur de Werther, Hermann Skurman, c'est tout ça. Donc il y a la fiction, elle est autour de ce groupe, et tout ce qu'il y a autour, eh bien c'est la réalité. Donc le groupe, puisqu'il est d'actualité, il va se faire des concerts, il va rencontrer Bruce Springsteen, il va rencontrer Muse, et donc voilà, c'est pas un livre passéiste ou nostalgique, on ne parle pas d'une époque que les moins de 20 ans ont bien connue. C'est plutôt le rock aujourd'hui, maintenant, comment ça se passe, même s'il y a plein de références. C'est sûr que l'expérience et les légendes ou les réalités du passé peuvent toujours servir aux musiciens actuels, mais après ça non, ça se passe comme ça maintenant, oui. Et si vous deviez définir le rock, qu'est-ce que c'est le rock? Je dirais qu'à ses débuts, et peut-être encore un peu maintenant, si on va dans ce qu'on appelle le domaine alternatif, au début, le rock, c'est vraiment
se rebeller contre l'autorité, contre l'establishment, contre les professeurs, enfin bon, tout ce qui représentait le paternalisme, si vous voulez, des années 50-60. C'était vraiment se démarquer et dire non. Et puis dans les années 60, c'était être antimilitariste, c'était être contre la guerre du Vietnam, c'était, ça se nourrissait, si vous voulez, de la révolte qui est propre à tout adolescent. C'est à espérer que le jour où vous avez eu 16-17 ans, vous n'étiez pas d'accord avec tout et vous n'étiez pas un béni oui-oui. Et donc le rock a été un vecteur, effectivement, sur lequel se sont appuyés beaucoup de révoltés de l'époque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore des révoltés maintenant, mais c'est vrai que la gang ou le cocon dans lequel la gang d'autorité qui existe, la gang du pouvoir de l'argent, et puis le côté cocoon de la vie très facile pour nombre d'adolescents aujourd'hui, ils ont tout ce qu'ils veulent et tout ça, est très différente de ce qu'on a pu connaître dans les années 50-60. Je ne suis pas sûr que c'était mieux ou moins bien, c'est pas là la question. C'était une autre époque, c'était une autre façon. Le rock a toujours été, si vous voulez, une façon de se démarquer ou bien de jouer à l'original. Il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Il y a des gens qui se sont dit « Ah oui, le rock c'est bien, je vais me faire voir, je vais me faire connaître. » Voilà, ils n'avaient pas toujours des grandes ambitions philosophiques. Il y en a évidemment. Je veux dire, bon, il y a des John Lennon, il y a des musiciens de Pink Floyd qui avaient vraiment... peut-être pas un message, mais en tout cas une vision de l'existence qu'ils avaient envie de faire passer. Mais ça existe encore aujourd'hui. Disons que la seule différence fondamentale pour moi, c'est qu'aujourd'hui, les choses sont extrêmement formatées. Que ce soit en télévision, en littérature, en cinéma, avec des blockbusters, il y a des espèces de cahiers de charges dont on ne peut pas ou difficilement sortir. C'est exactement la même chose si vous signez avec un gros label musical. Mais le rock étant ce qu'il est, la révolte a continué et donc nombre d'artistes et de nouveaux artistes ou d'anciens artistes ont décidé qu'ils ne passeraient plus par les maisons de disques. Comme certains auteurs font aussi d'ailleurs maintenant, ils ne passent plus par les maisons d'édition, ils se promotionnent eux-mêmes par le biais d'Internet, ils se vendent eux-mêmes et nombre d'artistes maintenant n'ont plus un label de disque, si vous l'achetez, vous le téléchargez et voilà, donc ils se révoltent contre un establishment. Ça c'est une des choses qui se passe actuellement si on veut garder cet esprit de révolte et de repoussoir un peu par rapport à ce qui est l'establishment et le pouvoir de l'argent. Donc le rock'n'roll n'est pas encore mort. Oh ben non, je ne crois pas que... Non, bah, c'est-à-dire que le rock'n'roll, il est mort le jour où Jimi Hendrix est mort, ou Janis Joplin est mort, ou John Lennon est mort, mais d'autres sont venus et voilà, ont repris le flambeau, ont repris le mouvement. De toute façon, ce n'est jamais que de la musique aussi. Il ne faut pas non plus imaginer qu'on flirte avec les hautes sphères de la philosophie ou du comportement social. C'est une façon de s'exprimer, voilà, bon, qui a eu l'heure de plaire à de nombreuses générations. Voilà, mais en même temps, c'est pas vraiment le sujet du bouquin. Nous, c'est plus. On avait envie de raconter une histoire. Encore une fois, je crois que, comme d'autres l'ont dit avant moi ici, l'important quand on écrit un livre, c'est quelle est l'histoire que l'on raconte, et pas de faire une encyclopédie en disant, ou de prouver qu'on connaissait plein de choses. Oui, on connaît plein de choses, on n'a aucun mérite, on est tombé dedans quand on était petit, et puis c'est tout. Non, je crois que si d'aucuns ont envie un peu de découvrir ce que peut être ce milieu, et ce que peut être, pardon, le milieu du rock et du spectacle en général, ben, c'est un bouquin de vulgarisation, tout simplement. Et votre éditeur, Éric Lamirois, on l'a cité une deuxième fois. Celui qui édite Carlos Zaccara ? Oui, voilà. Oui. Est-ce qu'il n'a pas voulu qu'on intègre des chapitres sur Stone et Chardin, David et Jonathan ? Parce que je crois qu'il aime bien ça, non ? Oui, bah, il a essayé, mais voilà, on ne l'a pas laissé faire. Est-ce que vous êtes rock'n'roll ? Oh, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je traverse en dehors des clous ? Disons que... Il ne faut pas m'emmerder, si vous voulez que je sois un peu cru. Disons que j'ai peut-être gardé de cette époque-là une certaine volupté à dire non. Et ce qui débouche sur le paradoxe peut-être d'avoir tort tout seul, plutôt que raison avec les autres. Mais de temps en temps, j'aime bien avoir tort tout seul. Et quels sont vos projets ? Là, écoutez, dans les minutes qui se viennent... un bouquin. Oui, non, mais ça, j'ai commencé effectivement, mais bon, moi, je vous dis, j'ai jamais arrêté d'écrire.
dans toutes les bibliothèques dignes de ce nom doivent posséder certainement des bouquins que j'ai écrits aux éditions Luce Wilquin. C'est pas loin, c'est une voisine. Donc oui, moi je vais continuer à écrire. Donc, je suis retraité de la RTBF et j'ai décidé de me consacrer en partie à ça et puis à rencontrer des gens aussi parce que, encore une fois, comme on l'a pas encore cité lui, Éric Russon a dit tout à l'heure, l'important dans la vie et ce qu'il y a d'écrire, c'est de rencontrer des gens. Et puis voilà. Alors quelquefois, ça énerve copieusement ma femme d'ailleurs parce qu'on est en vacances et tout ça et je commence à observer quelqu'un, et puis je lui dis, tiens, t'as vu le type qui est comme ci, comme ça, avec un chapeau, truc comme ça. Il me dit, non, j'ai pas vu, qu'est-ce qu'il a de spécial? Je dis, il a rien de spécial, mais je suis en train de lui inventer une vie. Et de lui inventer des aventures, parce que je sais pas, l'image... Donc voilà, c'est un peu la manie, c'est la manie qui a fait du commerce, c'est la manie un peu voyeuriste, hein, qui peut à un certain moment déboucher sur l'écriture. On écoute, on regarde, et on essaie d'en faire quelque chose. Vous allez me demander maintenant quelles sont mes sources d'inspiration. Allez-y. Ah non, mais je suis le 5e ou le 6e, donc je commence à connaître le questionnaire. Non, C'était pas prévu. Non. Bon, alors je vous le dirai pas. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Donc vous parlez du fait d'écrire au départ de la vie des gens. Oui. Est-ce qu'il ne risque pas de se retrouver? Non, pas du tout. Non. Déjà parce que je change le nom. Et puis de toute façon, l'écriture, vous savez, bon, prenons votre cas. Bon, je prends votre exemple. Alors j'ai votre image devant moi. Et puis moi, je vais commencer à inventer que en 1970, vous étiez à l'île de White avec un grand chapeau, une robe à fleurs, et que vous écoutiez les Doors. J'ai une chance sur 1000 d'être dans le vrai. Vous allez me dire peut-être que c'était vrai. Non, vous n'y étiez pas. Donc voilà. Donc déjà, j'ai tout faux. Donc je veux dire, m'inspirer des gens, m'inspirer de leur aspect, oui. On n'est jamais dans la tête des gens. Et même si, comme on l'a dit aussi cet après-midi, à un certain moment, le personnage qu'on a créé, inventé, devient son propre maître, ça n'est jamais que votre subconscient qui travaille. Donc on ne peut pas... évidemment, si vous écrivez un bouquin où vous racontez la vie de Richard Rubin en racontant toutes les phrases que je ne peux pas raconter aujourd'hui à cette heure-ci en tout cas, il peut faire un procès. Mais si je parle de quelqu'un que je vais appeler Eric, qui a une vie dissolue, et en m'inspirant de la vie de Richard Rubin, il ne peut pas m'attaquer, parce que je suis toujours capable de dire, il y a plein de gens qui ont fait ça. Donc non, le fait de s'inspirer ou de prendre des choses... vous savez, c'est une anecdote qui est vraie, qui est arrivée un jour à Frédéric Dard, donc San Antonio. Dans un de ses nombreux romans, il avait inventé une prostituée de Marseille qui s'appelait Yvette Dupuis. Et effectivement, il y avait à Marseille une femme qui s'appelait Yvette Dupuis, qui n'était pas prostituée, mais il y avait une Yvette Dupuis à Marseille. Elle lui a fait un procès pour diffamation. Elle a eu droit à 1 euro symbolique. Voilà. Parce que, bon, effectivement, ou alors vous inventez vraiment des noms qui n'existent pas, comme Monsieur Laurent Houtan ou des choses comme ça, vraiment des noms. Mais si vous prenez le bottin et vous sortez un nom, on peut toujours après vous dire, vous attaquer, mais voilà. Quelquefois, il peut arriver qu'on soit proche de la réalité d'une personne, mais c'est vraiment par hasard. En même temps, il y a 10 000 histoires dans la vie, donc... il y a au moins toujours 10, 15, 20 personnes qui ont vécu grosso modo la même histoire. Si vous mettez en scène une femme divorcée ou un homme qui fait un coming out, alors tout le monde peut vous attaquer. Hein. Donc non, s'inspirer de ce que l'on voit autour de soi C'est parce qu'il y a des tranches de vie de certaines personnes qui sont tellement rocambolesques, qui sont très inspirantes. Disons que vous partez d'une personne, vous vous inspirez de la personne en politique. Moi j'écris aussi, mais il y a chez certaines personnes des tranches de vie qui me donnent un déclic et il faut que j'écris. Je ne vais pas leur faire du tort. Je dis, est-ce que j'ai le droit quand même de prendre une petite portion de leur vie pour commencer mon histoire? Évidemment. Oui, c'est comme les 2 personnes qui étaient restées collées avec leur appareil dentaire. On peut toujours prendre quelque chose. En plus, il n'y a pas d'histoire unique dans l'histoire de l'humanité. Tout est toujours arrivé, si vous prenez l'histoire de l'humanité, tout est toujours arrivé plusieurs fois, des dizaines de fois. À la rigueur, si vous avez vraiment quelqu'un qui vous casse les pieds, dites-lui que vous avez lu ça dans une chronique du Moyen-Âge. Et puis voilà. Je crois que c'était Alfred Hitchcock qui disait qu'il y a 9, grosso modo, il y a 9 histoires. Il y a 9 synopsis,
grosso modo. Et on tourne toujours avec les mêmes en prenant le début du premier, avec la fin du quatrième et des choses comme ça. Mais il n'y a pas 10 000 histoires. Si on prend ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité chez nos contemporains ou nos ancêtres, ce sont des redites permanentes. Alors le décor change, voilà, c'est tout, mais je ne crois pas qu'il y a vraiment des... Oui, évidemment, oui, si vous prenez la vie du général de Gaulle, ça c'est vrai qu'il n'y en a pas eu deux. Mais à ce moment-là, vous faites une biographie, vous ne faites pas un roman, quoi. Voilà. Mais si vous prenez monsieur et madame tout le monde, vous allez automatiquement vous retrouver avec des histoires qui sont arrivées. Voilà. De rien. Eh bien, grand merci. À vous aussi.